ne va pas se mentir, c'est parti avec nos 4 invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. On parle ce soir de la réforme annoncée par Barack Obama qui fait acte d'autorité ce soir pour régulariser entre 4 et 5 millions de clandestins aux États-Unis en se passant de l'aval du Congrès. Le président américain doit annoncer ce soir une réforme de la politique migratoire, une réforme qui protégerait ces sans-papiers de l'expulsion. Il légifère par décret ainsi que l'y autorise la Constitution. François Fillon n'aura pas accès aux enregistrements effectués par les journalistes du journal Le Monde. La justice a rejeté sa demande sur ces bandes. Jean-Pierre Jouyet mettait en cause l'ancien Premier ministre. Ce dernier aurait demandé au secrétaire général de l'Élysée d'accélérer les procédures judiciaires contre Nicolas Sarkozy. C'est en tout cas ce qu'on entend sur ces bandes. Et vous entendrez la réaction des avocats des deux partis. On parle aussi ce soir de la campagne à l'UMP pour la présidence du parti qui touche à sa fin. Il ne reste qu'une semaine aux 3 candidats pour convaincre les adhérents de voter pour eux. Ceux-ci devront voter par Internet samedi 29 novembre pour choisir leur nouveau chef. Nicolas Sarkozy est donné favori, mais nous verrons que derrière cette campagne se cache une autre campagne, celle pour la primaire de 2007 qui désignera le candidat de 2016, qui désignera le candidat de 2017. Une campagne donc peut en cacher une autre à l'UMP. Et puis, on parle ce soir, et l'un de nos invités tient particulièrement, du LuxLeaks. C'est le nom du scandale financier révélé par plusieurs grands quotidiens il y a une dizaine de jours, qui démontre comment le Luxembourg a organisé pour de nombreuses compagnies multinationales ce qu'on appelle poliment de l'optimisation fiscale. Certains parlent plutôt d'évasion, voire de fraude fiscale. On verra ça avec nos invités. Juliette Méadel est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Géraldine Poirot-Gauvin, conseillère régionale d'Île-de-France apparentée UMP, présidente de Femmes 21. Christophe Bourgeois-Costantini. On vous accueille avec plaisir. On vous souhaite la bienvenue sur notre plateau, puisque je crois que c'est la première fois, en tout cas dans la nouvelle formule, on ne va pas se mentir, chef d'entreprise et écrivain. Et puis Claude Posternac, qui a son rond de serviette ici, fondateur du site L'Important. .fr. Mais on a plaisir à vous recevoir, Claude. N'y voyez aucune amertume de ma part. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec cette décision de Barack Obama de régulariser entre 4 et 5 millions de clandestins aux États-Unis. Le président américain avait fait de cette mesure l'un des emblèmes de son deuxième mandat. Mais ce qui est intéressant ce soir, c'est surtout qu'il va légiférer par décret. Il utilise les pouvoirs que lui confère la Constitution américaine pour outrepasser le Congrès, puisque vous le savez, il n'a plus la majorité dans les 2 chambres législatives aux États-Unis. Écoutez les précisions de Laurent Saïm à ce sujet. Barack Obama veut ce soir montrer qu'il est le chef, qu'il décide et qu'il fait le bien du pays, en tout cas le bien de 5 millions d'émigrés clandestins qui, avec ce décret présidentiel annoncé ce soir à 20h, sera effectif pour permettre à des millions de sans-papiers de ne plus être expulsés des États-Unis. Alors pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous n'avez pas de papier, que vous êtes aux États-Unis depuis 5 ans, qu'on vous arrête, vous ne pourrez plus retourner dans votre pays d'origine. Vous aurez le droit de rester, de travailler sur le sol américain. Et donc, le procédé qui d'habitude est très long va s'accélérer. Par ailleurs, si vous êtes né aux États-Unis, mais que vos parents sont des émigrés clandestins, à partir de ce soir, à partir de ce décret présidentiel, vous pourrez aussi rester aux États-Unis et être à même de travailler. Cela concerne 1 million de personnes. Bref, au total, c'est 5 millions de personnes en situation irrégulière qui vont être régularisés. Barack Obama n'accorde pourtant pas les avantages sociaux à ces émigrés clandestins. C'est d'ailleurs une critique que lui fait la gauche. Mais Barack Obama est aussi critiqué par la droite républicaine qui affirme désormais que Barack Obama, avec ce décret présidentiel sur les émigrés clandestins, agit en monarque et les républicains lui promettent coûte que coûte de lutter et de renoncer à ce décret présidentiel. Géraldine Poirot-Gauvin, une réaction à cette décision déjà sur le fond de la régularisation de 5 millions de personnes? Alors sur le fond, ça n'étonnera personne ici. Moi, je suis totalement opposée à la régularisation massive de sans-papiers parce que c'est d'abord une prime à la fraude, à la clandestinité. C'est une question qui pousse les immigrés à agir clandestinement. Donc moi, je suis totalement opposée sur le fond à la mesure. Maintenant, sur la forme et le fait que ça se passe aux États-Unis, la situation politique d'Obama aujourd'hui, depuis le changement de majorité au Sénat,
je trouve qu'il a fait un coup politique magistral. Parce qu'il était coincé avec ces deux chambres qui sont donc républicaines. Où il a perdu la majorité. Il a perdu la majorité, même si le Sénat avait fait passer une proposition de loi l'année dernière, en juin 2013, pour favoriser la régularisation massive de ces sans-papiers. Mais là, cet acte d'autorité, ça lui permet d'une part d'exister. Alors que il a la fin de son mandat, il ne renouvelle pas son mandat, donc finalement il peut prendre des risques. Maintenant, est-ce que c'est un vrai cadeau pour son successeur? Je ne suis pas certaine. Claude Pasternak. Moi, je suis admiratif. Je suis admiratif du président Obama parce que je pense que c'est un grand président. On a souvent parlé ici d'Obamacare, c'est-à-dire que c'est un homme qui a réussi, contre vent et marée, de faire avancer les problèmes de santé qui sont des problèmes cruciaux aux États-Unis. Et là, je pense qu'on ne peut absolument pas comparer les sujets d'immigration aux États-Unis et français. C'est une situation particulière par rapport à... C'est pas vraiment les choses. Et il faut ramener la population qui en compte, c'est-à-dire 5 millions de personnes, ça représente 1,5% de la population américaine. Donc c'est une possibilité d'intégrer. Moi, je pense que c'est une leçon pour notre exécutif. C'est une leçon pour avancer et tenir sa parole. C'est-à-dire qu'il avait pris un engagement, et en particulier auprès de la communauté hispanique, qu'il a soutenu pendant la campagne, de régulariser. Il l'a fait. Et il travaille comme Roosevelt l'avait fait à une époque. Il travaille sous forme de ce qu'on appelle en France les ordonnances, c'est-à-dire ce qui lui permet de se passer à la fois du Sénat qu'il n'a plus et de la Chambre des représentants qu'il n'avait pas non plus. Bon, il avance. Moi, je salue, je dis bravo. Juliette Méadel, on est forcé de faire un parallèle avec ce qui se passe en France. Voilà un président américain qui connaît une forte impopularité. Alors là aussi, comparons ce qui est comparable, parce qu'une forte impopularité pour Barack Obama, ça veut dire 40% de satisfaits aux États-Unis, mais on considère que c'est une forte impopularité, qui vient de perdre la majorité dans les deux chambres législatives du pays, qui est en fin de deuxième mandat, une fin de deuxième mandat qui n'est pas très glorieuse, et il semble, en tout cas avec cette décision, reprendre la main, encore une fois, faire vraiment acte d'autorité. Qu'est-ce qui pourrait, ressembler à ça pour François Hollande en France? Mais j'ose pas imaginer qu'on puisse avoir une situation où notre président de la République déciderait comme ça de saisir, par exemple, l'article 16, mettons, dans notre Constitution, qui permet à un président de la République de prendre des décisions d'autorité à partir du moment où la sécurité publique est menacée. Pourquoi ? Vous vous souvenez le débat qu'on a eu ici et ailleurs au moment où il y avait potentiellement l'usage du 49.3 par le gouvernement pour faire passer ces projets de loi, et où nous avons assisté à une espèce de mise en cause de la Ve République, ce présidentialisme, ce régime qui n'est pas assez démocratique. Bon, on a en France un système politique qui est quand même pas exactement celui des États-Unis, où le Parlement et l'opinion publique se méfient de ces décisions qui consistent à outrepasser le pouvoir parlementaire. Mais on peut avoir aussi un chef de l'État qui décide, qui prend une décision, qui fait acte d'autorité. Sur le fond, ce que je trouve quand même très intéressant dans la décision de Barack Obama, et je suis évidemment en total désaccord avec vous, c'est qu'il a ce courage de dire, dans un pays qui est quand même très hostile à l'immigration, avec une violence et un racisme bien plus important des Américains veulent qu'on légifère. Il a le courage de dire, nous avons besoin, et c'est notre cas aussi en France, nous avons besoin d'une main-d'œuvre aujourd'hui. Parce que nous avons besoin d'une main-d'œuvre qui travaille, et il faut dire qu'en France, les immigrés qui travaillent rapportent plus à la France qu'ils ne coûtent. Choisie, nous. Pourquoi ? Parce que les immigrés qui travaillent en France, qui payent leurs cotisations, qui payent leurs impôts, il y a des calculs qui ont été faits et qui montrent qu'ils rapportent plus qu'ils ne coûtent. Et donc ce que fait Barack Obama, qui est effectivement très courageux, c'est qu'il dit cette richesse, ces immigrés, c'est une richesse pour le pays, et il vaut mieux les régulariser, parce qu'il vaut mieux des immigrés qui régularisés ne sont pas d'ailleurs comme le sont les immigrés clandestins. Mais moi aussi, je pense que l'immigration est une richesse quand elle est maîtrisée. De ceux qui leur vendent des papiers pour les faire venir ici. Et donc, c'est une façon de maîtriser l'immigration, c'est une façon intelligente. Mais c'est une manière de rapporter qu'en France, François Hollande n'a même pas fait le vote des étrangers régulièrement installés en France, régulièrement on l'attend depuis 81 à la gauche. Au Parti socialiste, nous sommes un certain quand même nombre à avoir dit que nous étions pour, et nous voulons tout faire pour que le droit de vote aux étrangers soit adopté. La gauche le fait jamais, le dit dans les programmes pour se faire élire, et le fait jamais, et tant mieux. Petite pique de Claude Pasternak, attendons que le Parti socialiste soit au pouvoir. Christophe Bourgois, Constantini.
On Moi, je nous suis a totalement entendu. d'accord avec Claude sur ce sujet-là. Je pense qu'on est, encore une fois, sur des vieux clichés dans la politique française. Le 49.3, qu'on y aille. Moi, j'attends de Juppé ou de qui que ce soit, de Sarko, que le prochain président n'attende même pas qu'on fasse élection législative, qu'on balance. Il faut que ça aille vite. On balance le Parlement. Ah bah, bravo. Non, mais Qu'on prenne des décisions. ce qu'on attend d'un politique qui va venir, c'est de dire respecte pas les la France va pas bien. Il y a des mesures, c'est comme une entreprise. Il y a des mesures drastiques à prendre. Mais c'est pas comme une entreprise d'État. Laissez-moi finir, Tout le contraire. s'il vous plaît. L'écoute. Vous avez normalement au mois de mai un président qui est élu. Après, vous avez les grandes vacances ou les législatives. Rien ne peut bouger dans ce pays. Donc déjà, de prendre des mesures comme vient de le faire Obama, je suis totalement d'accord avec Claude. Ça envoie du bois, ça fait bouger la France. Sur un autre domaine, moi, je n'étais pas né à cette époque-là. Quoique, la France s'est jamais aussi bien portée lorsqu'il y a eu 1 million de rapatriés d'Algérie. On a eu des Polonais à un moment donné. C'est un éternel recommencement. Là, je pencherais plutôt pour ma voisine de gauche. On peut avoir une immigration, je pense, choisie en France. On a des gens très très bien. N'oublions pas non plus notre passé de colonialiste. On a des gens, faut pas cracher sur les gens qui se sont battus dans nos tranchées. En même temps, c'est la crise. Les gens crèvent la dalle. Il faut qu'on fasse très très attention. Mais il y a de la place pour 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes. Ça relancerait l'économie. Ce qu'il vient de faire, c'est Mais extraordinaire. nous sommes d'accord. Alors, faites-le. Puisque vous êtes au gouvernement. Faites-le. Je précise simplement Pas que... ministre. Oui, mais dites-le à vos amis. Je précise simplement que tout ça ne va pas se faire non plus de façon magique, parce que vous avez entendu ce qu'a dit Laurent Saïm. Les Républicains lui promettent une bagarre de chaque instant, et on a vu avec quelle difficulté Barack Obama a fait passer sa fameuse réforme de la santé. Il a fallu 2 mandats, 1 mandat et demi, 6 ans pour finalement la faire passer et faire passer une réforme qui n'est toujours pas réglée et qui est très éloignée de la réforme Paul initiale. Krugman a sorti un papier dans le New York Times où les républicains mènent bataille sur un problème de coquille dans le texte pour invalider le texte pour des problèmes de forme. Si je puis me permettre, en plus, c'est pas 5 millions d'un coup. Je crois qu'il y a une distinction entre ceux dont les enfants sont nés sur le sol américain. Comme le rappelait Claude, c'est plutôt des hispanos. On n'a pas du tout la même problématique en France. Mais je crois pas que ça soit 5 millions d'un coup, en plus. Et ce sont beaucoup de gens qui travaillent. Ce sont des gens qui travaillent, qui sont installés, qui payent leurs impôts. Non, puis surtout, qui ont des enfants américains. Mais ça va donner du grain à moudre au Tea Party. C'est quand même le problème à chaque fois qu'on prend ce genre de mesures. Il faut l'expliquer. Et là, comme il y a une certaine brutalité dans la méthode, même si je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est magistral au moment de son mandat, étant donné les circonstances politiques. Mais les extrêmes risquent de se manifester. Mais la gauche américaine, qui existe encore, n'est pas satisfaite, puisqu'elle estime que cette réforme ne va pas assez loin, enfin que cette loi, parce que ce sera une loi, ne va pas assez loin, notamment parce que ceux qui vont en bénéficier n'auront pas accès aux aides sociales, aux minima sociaux, et notamment à cette fameuse réforme de la santé, du Obamacare. Donc il y a encore loin de la coupe aux lèvres. D'abord, c'est limité. Il faut savoir qu'il y a 11 millions de personnes aux États-Unis qui sont illégaux, donc ça ne concerne que 5 millions. Et la priorité va bien évidemment aux familles qui ont des enfants américains. Oui, mais c'est quand même assez incroyable d'avoir des enfants qui peuvent aller à l'école avec des parents qui sont interdits de séjour. Et qui peuvent être expulsés à tout moment. Pour avoir accès à la citoyenneté et donc à ce système de santé et puis de protection sociale, moi je trouve normal qu'à partir du moment où ce sont des clandestins, l'étape suivante c'est une amende, c'est ce qui a été précisé par Obama, et puis petit à petit un processus qui sera long parce qu'on ne peut pas non plus donner un gage à tous les clandestins. Il ne s'agit pas de donner un gage, ils travaillent. Non, mais donc il est légitime. En dehors de ça, vous avez un système. Ils n'ont pas respecté la procédure et les règles. Vous avez un système aux États-unis qui est très différent du nôtre. Oui, ça c'est vous avez vrai, un système où déjà vous avez un tirage au sort pour pouvoir. C'est possible. Oui, vous avez un tirage au sort qui vous permet d'avoir la carte verte et après d'avoir la nationalité. Donc, entre des gens que vous tirez au hasard et des gens qui vivent sur votre sol, qui ont participé à la richesse nationale. Mais qui sont entrés illégalement. Le président a fait son choix et je pense que c'est un bon choix. Ce sont des gens qui Moi, sont là. je trouve que c'est quand même un message, c'est un formidable message positif pour dire voilà, nous on est aussi un pays accueillant, on a compris la richesse que constituent aussi ces personnes et c'est aussi un très beau message parce que ça veut dire que l'image des États-Unis à l'étranger en sort grandie. Alors, juste un petit mot. Il faut savoir que parmi les 15 plus grosses entreprises américaines qui viennent des startups, que ça s'appelle des Google et des Facebook, 80% sont des immigrés.
80% sont des immigrés. Parmi les fondateurs ou parmi le personnel? Parmi les fondateurs, parmi les gens qui ont créé ces sociétés, 80% sont des immigrés. Alors, simplement, aussi sur cette question, est-ce que vous dites que c'est un formidable message, c'est une formidable image? Est-ce que c'est pas tout simplement un formidable coup de com' de la part de Barack Obama, qui termine son deuxième mandat dans un État... pour ceux d'entre vous qui parlent créole, on dirait en chiponton, c'est-à-dire vraiment en miettes. Eh bien là, voilà, il retrouve avec cette décision un peu de lutte. C'est ce qu'on appelle du courage politique. Alors vous pouvez dire c'est de la communication, mais pourquoi c'est du courage politique? Parce que ça va changer concrètement la situation de ces milliers de gens. Et donc, peu importe... Si la loi aboutit, si la loi aboutit, bien sûr, mais donc peu importe... Ça doit vous changer le courage politique de la situation en France. C'est sûr que vous mettez en valeur cette attitude, mais aujourd'hui, c'est le désastre en France. Et la comparaison est encore plus dure avec François Hollande et ce qui se passe dans notre pays. Tout à l'heure, vous disiez qu'on ne peut pas mépriser le Parlement et le travail parlementaire. Et que moi, je trouve que agir par ordonnance quand c'est au tout début du mandat, au tout début, dans les 100 premiers jours. Un quinquennat se joue dans les 100 premiers jours. Il faut avoir le courage tout de suite d'imposer des mesures. Et c'est vrai que c'est un coup de com', mais c'est très habile aussi dans le contexte. Alors, deuxième thème, si vous le permettez. On revient en France avec les suites de l'affaire Jouillet-Fillon. Aujourd'hui, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de François Fillon et de son avocat d'obtenir l'intégralité de l'enregistrement d'entretien accordé par Jean-Pierre Jouyet à Fabrice Lhomme et Gérard Davet, deux journalistes du Monde. Entretien dans lequel Jean-Pierre Jouyet affirmait que François Fillon lui avait demandé lors d'un déjeuner le 24 juin 2013 la possibilité d'activer la justice, de la faire aller plus vite, d'activer le cours de la justice contre Nicolas Sarkozy. François Fillon dément avoir tenu ces propos. On va écouter les réactions des deux avocats, celui de François Fillon et celui des journalistes du Monde. Bon, chacun est dans son rôle. Écoutez. Il n'est pas possible d'exiger d'un journaliste la production de son dossier. C'est contraire à la loi sur la liberté de la presse. Le dossier d'un journaliste, c'est confidentiel. C'est ce que dit le tribunal des référés. Il y a eu une défense d'acier des avocats des journalistes et par conséquent, nous avons là la démonstration qu'il y a quelque chose à cacher dans cet enregistrement, ce que l'enregistrement aurait dissimulé. Par conséquent, nous en tirerons les conséquences. Il exagère cet avocat quand même. Voilà, alors petite précision, le déjeuner en question a eu lieu le 24 juin de cette année, non en 2013. Alors bon, chacun est dans son rôle. Géraldine Poirot-Gauvin, votre réaction au propos des deux avocats? Moi, ça ne me choque pas qu'on protège le travail de la presse dans ce pays. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va permettre cette liberté de la presse et puis à la fois aux journalistes d'aller jusqu'au bout de leurs investigations et à la fois aux gens qui ont envie de dire leur vérité, de pouvoir s'exprimer librement. Sinon, ça coince et il n'y a plus de confiance. Donc je trouve ça important que le tribunal administratif ait rappelé cette nécessité, cette liberté de la presse et de protection des sources. Bon, maintenant, évidemment, pour François Fillon, c'est très difficile de pouvoir se justifier. Donc, c'est quelqu'un de ma famille politique. Moi, quand quelqu'un de ma famille politique est en difficulté, ça ne me réjouit pas. Donc, effectivement, j'espère qu'il va sortir de tout ça et que la vérité va sortir de tout ça. Nous l'attendons, je ne la connais pas. Voilà, donc c'est... On a quand même l'impression que cette affaire est un peu sortie des radars là, depuis une petite semaine, parce qu'évidemment, une information chasse l'autre, qu'elle est sortie de l'actualité. Du coup... Bon, et on n'entend plus beaucoup de soutien à l'égard de François Fillon, alors qu'au début, l'UMP faisait bloc. Et évidemment, Nicolas Sarkozy lui avait tendu la main en disant qu'il ne douterait jamais de quelqu'un de sa famille politique. C'est la famille des Atrides. Non, mais c'est pas ça. Je crois que, vous savez, en ce moment, on est dans une... C'est pas un bon message pour le pays. En ce moment, nous sommes dans une phase démocratique importante. On a des militants, l'UMP, qui ont beaucoup souffert. Je veux dire, les militants, les élus aussi. On a beaucoup souffert des guerres fratricides. Enfin, ça a été atroce, les 2 dernières années que nous avons vécues. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de ces histoires. On a envie de se tourner vers l'avenir, on a envie de s'intéresser au projet, on a envie de parler aux Français, on a envie de parler de l'emploi. Je crois que c'est quand même les choses prioritaires et pas de savoir ce qui s'est passé dans un déjeuner. Bon, évidemment, je comprends que François Fillon a envie de clamer sa vérité, qu'il a envie que ça se sache, mais c'est pas la priorité des Français. Aujourd'hui, leur priorité, c'est de savoir s'ils vont pouvoir finir les mois et toutes les difficultés qui se présentent à eux dans leur vie quotidienne. Voilà. Sur lesquelles ils n'entendent pas beaucoup, l'UMP. Tout à fait. Moi, je crois qu'il y a
Il y a deux sujets à tenir en compte. Il y a un sujet de com et un sujet politique. On va venir sur le sujet de com. Comme très souvent, malheureusement pour lui, François Fillon est à contre-temps et s'est trompé. C'est-à-dire que en portant plainte, il fait deux erreurs. La première erreur, c'est qu'il vise des journalistes. Les journalistes vont livrer des bandes qui vont dire exactement ce que les journalistes disent. Et ce qui va accréditer que ce qui est sur la bande est juste. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est sur la bande est juste. C'est-à-dire que Jouillet a pu dire ça, que ça ne correspond pas à la réalité. Mais le fait d'aller sur ce terrain-là, ça va bien évidemment donner foi aux propos de Jouillet. Donc ça, c'est une première erreur. Donc, s'il voulait véritablement réagir d'un point de vue judiciaire, c'était contre Jouillet qu'il fallait porter plainte pour diffamation. Mais de toute façon, en termes de com, c'est une idiotie de rentrer dans une procédure judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'on ne la maîtrise pas. Et le propre de la communication, c'est d'être maîtrisé. Vous êtes maintenant otage du rythme de la procédure. Et ça, c'est une pure catastrophe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le sujet plus politique. Le sujet plus politique qu'on oublie, c'est quand même cette consanguinité de la bourgeoisie d'État qui organise des déjeuners où vous avez un ancien ministre de M. Fillon, ancien ministre de M. Sarkozy, qui s'appelle M. Jouillet, qui d'un coup passe secrétaire général de la présidence de la République d'un gouvernement de gauche. Quand vous avez en face de vous un parti politique qui monte et qui dit UMPS, est-ce qu'on pourrait penser que nos hommes et nos femmes politiques, je parle des Républicains, pourraient nous éviter ces catastrophes? On retourne la question à Juliette Méadel. Écoutez, je suis porte-parole du Parti Socialiste, ça ne nous a pas échappé. Je considère que dans cette affaire, il y a une espèce de, d'emballement et de gonflement, comme vous l'avez dit vous-même, d'un sujet qui est quand même microscopique, qui est un déjeuner qui a eu lieu entre effectivement un secrétaire général de l'Élysée et un ancien Premier ministre. Alors, si un ancien Premier ministre a demandé au secrétaire général de l'Élysée d'activer le cours de la justice contre l'un de ses concurrents, c'est pas une micro-affaire. Ça, c'est un vrai sujet. Mais sur ce point-là, on est en train d'attendre de savoir si c'était vrai ou pas. Et probablement que la question de savoir si un ancien Premier ministre a tenté d'instrumentaliser le pouvoir en place à des fins qui sont des fins purement partisanes, ça serait scandaleux. Sans se voir opposer une fin de non-recevoir par le secrétaire général de l'Élysée. Ça n'est pas le contenu. Non, je regrette. Ça n'est pas du tout le contenu de l'intervention et du résultat du compte-rendu qui a été fait par les journalistes. Les journalistes racontent que François Hollande a opposé une fin de non-recevoir à la demande. Mais pas le secrétaire général de l'Élysée. Mais ça vous semble normal qu'un secrétaire général de l'Élysée, s'il entend une demande comme celle-là de la part d'un opposant politique, la relaie au président de la République sans prendre la peine de répondre à François Fillon s'il avait dit ça? Le secrétaire général de l'Élysée, d'abord, on n'a pas, on sait pas tout ce qu'ils se sont dit, mais son job, c'est de répercuter et de transmettre ce qu'il s'est passé. Et ce que je trouve notable et qui n'a pas été assez dit, c'est qu'on a un président de la République qui a opposé une fin de non-recevoir à ces tentatives de pression. Tentative de pression hautement c'est la version du Parti socialiste. Non, vous pouvez pas dire ça. Non, mais arrêtez. Vous savez, on a un candidat potentiel. Je vous ai écouté. Oui, non, mais donc depuis que la gauche est au pouvoir, et ça a été le cas d'ailleurs sous Lionel Jospin, il n'y a aucune instruction individuelle dans les affaires de justice. Et je tiens vraiment à l'indiquer parce que la réaction de François Fillon est quand même symptomatique d'une drôle de pratique du pouvoir. Dites donc, par rapport Big Malion, ça va drôlement vite, moi je trouve. Par rapport à des magistrats qui ont été caractérisés par l'ancien président de la République comme étant des petits pois. Et donc moi j'ai ça en tête, et n'oublions pas que dans notre pays, la République exemplaire, c'est aussi l'indépendance de la justice. Ne nous faites pas le coup de la République exemplaire. L'indépendance de la Christiane Taubira brandissant un document disant le contraire de ce qu'elle était en train de dire. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune instruction politique dans les affaires de justice. Et je tiens vraiment à le rappeler. La liberté de la presse, on est totalement d'accord. C'est un principe fondateur. Moi, ce qui me fait assez sourire, c'est le on-off. Ah, je te dis ça en off, mais je te dis ça en on. Non, mais c'est n'importe quoi. Franchement, vous rentrez dans un système avec les journalistes de dialogue, mais on ne voit jamais ça dans les entreprises. Il y a vraiment qu'en politique où vous vous écharpez. Il n'y a pas d'accord. Arrêtez de nous présenter. Il n'y a pas d'accord confidentiel dans les entreprises. Non, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs de communication. Comme ça, non. Maintenant, il n'y a pas d'entente dans les entreprises. Maintenant, mon côté un peu écrivain de polar, je dis à qui profite le crime? Et si je crois savoir, les deux journalistes du Monde interviennent sur une espèce de dénonciation. Ils viennent vérifier leurs sources qu'ils ont déjà auprès de Jouillet. Et
est-ce que ça ne viendrait pas directement de l'Élysée? Parce que vous êtes dans les élucubrations. Non, mais attendez, c'est un bon polar. Vous écrivez des polars, ce serait un bon polar. Out. Mais c'est pas la vraie vie. Fillon out. Ça aide qui? Ça aide qui? Ça aide Hollande, parce que Hollande, quoi qu'on dise, va essayer de se représenter. Ça aide Sarkozy. Bien sûr que si. Attendez, c'est le terminé au moins, Sarkozy, ton propos. c'est le pari qu'il fait. C'est tout à fait plausible. Je crois que vous êtes vous avez une belle imagination, comme le montre d'ailleurs le succès de vos polars. Enfin, il n'est pas le seul. Il y a quand même beaucoup de... Je crois que dans les politiques, vous êtes beaucoup plus machiavélique que dans mes polars. Il y a quand même beaucoup d'analystes qui font cette remarque. Ce sont des conjectures improbables. Alors, on va continuer à conjecturer pendant la pub et puis on se retrouve juste après pour parler de la campagne de l'UMP, au sein de l'UMP, et aussi du LuxLeaks. À tout de suite. Tu sais, la poussée est créée par la propulsion. C'est de la physique. L'aérodynamisme d'un avion, c'est de la physique. Et le nombre de passagers détendus à bord, ça, c'est une question d'alchimie. Non-stop you. Lufthansa. Bonjour, vous venez pour l'annonce du Bon Coin? Oui. On commence par le salon, très grand, lumineux. Alors ici, des chambres très calmes, plein de rangements. Ça vous plaît? C'est une bonne idée le rideau, hein? Oui. C'est bien vu, hein? Il y a d'autres pièces? On peut profiter de la vue imprenable. Ouais. Il est magnifique l'appart. Mais il est pas là, Iggy Pop. Qui ça? Le Bon Coin, c'est parfois Iggy Pop et près de 2 millions d'annonces immobilières. Qu'est-ce que j'en fais? Leboncoin.fr, vendez, achetez près de chez vous. c'est l'heure du goûter. Super, les copains de Berlin Conseil T'es au pôle Nord? Mais non, je pars dans la jungle. Les copains de Berlin Conseil c'est son ami qui l'a fait. Vous pensez être au top de la modernité, à la pointe de la technologie? Vous vous trompez. La téléphonie d'entreprise entre dans une nouvelle ère. Caillot Communications. Connaissez-vous le secret du meilleur saumon? La Norvège. Ces milliers de kilomètres de nature préservée, ces eaux froides et limpides donnent au saumon de Norvège cette fraîcheur et cette saveur unique. C'est ce qu'il y a de meilleur pour moi et ma famille. Saumon de Norvège, sain et savoureux par nature. Deuxième partie dont on ne va pas se mentir, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on aborde au moins deux thèmes. Celui de la fin de campagne à l'UMP pour la présidence de l'UMP, avec une élection qui semble quand même en cacher une autre. Et on va poser la question à Géraldine Poirot-Gauvin tout à l'heure de savoir les problèmes que ça pose pour la représentation de l'opposition en France. Écoutez ce que disait Alain Juppé hier. Était-elle l'invité de Laurence Ferrari dans Tir croisé? J'essaye de m'adresser à tous les Français. Vous savez, ces vieux clivages, droite-gauche, il faut les relativiser. Ma référence en politique, c'est le général de Gaulle, même si ça peut paraître très lointain à la jeunesse de France aujourd'hui. Et le général disait, la France, c'est pas la gauche, c'est pas la droite. Alors, le vieux clivage droite-gauche qui est dépassé, on a entendu ça quelque part. Il n'y a pas longtemps, quelques semaines, Nicolas Sarkozy entrant en campagne pour la direction de la présidence de l'UMP. Je pense qu'aujourd'hui, les idées sont à bout de souffle. Les idéologies ne veulent rien dire. Le clivage gauche-droite est élimé comme un vieux tapis qui aurait 3 siècles. Il a dit ça en répondant aux questions de notre confrère Laurent Delahousse sur France 2. Bon, finalement, tout le monde pense à 2017 et on en oublierait presque qu'il y a une élection à la présidence de l'UMP dimanche prochain. Oui, parce que beaucoup de gens considèrent samedi que tout est joué. Moi, je suis partie des gens qui pensent que c'est pas joué. Enfin, c'est pas joué si l'élection se passe, le vote électronique se passe bien, sans fraude massive, etc. Parce que moi, je crois que le vote électronique, par le passé, j'ai pu voir ce que ça donnait, notamment à Paris, pour les primaires. Donc, je suis assez inquiète de ce mode de scrutin. Mais sinon, il faut un président de parti
et puis qui organisera ensuite des primaires. Et là, vous savez... on est dans un an et demi, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Il y aura peut-être un troisième homme. On parle de 2 hommes aujourd'hui, peut-être qu'il y aura un troisième homme. Il y aura peut-être une troisième femme. Ah ben on les attend, les femmes. Oui, C'est alors justement... quand même 3 candidats, 3 personnes pour diriger l'UMP aujourd'hui, 3 hommes, même 4 avec Luc Châtel, 3 candidats hommes à la présidence de l'UMP, 3 candidats hommes à la primaire socialiste. Mais elles n'ont pas d'ambition, les femmes, à l'UMP ? Ah si, elles ont des ambitions, mais dès que... Mais elles sont bloquées, en fait. Elles sont bloquées aussitôt. Hein. C'est très compliqué à l'UMP. On paye même des amendes. On paye 4 millions d'euros par an pour ne pas avoir de les amendes par 2, mais à gauche comme à droite. Hein. Mais vous savez ce qu'il fallait faire ? Il fallait supprimer totalement les financements publics aux partis qui ne pratiquent pas la parité. C'est le seul moyen. Mais celles qui sont en place ne le font pas, ne le disent pas, ne s'entraident pas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec effectivement que des candidats à la primaire et que des candidats à la présidence de l'UMP. Je crois qu'il n'y a pas une femme qui aurait osé poser sa candidature. D'abord, il faut obtenir 12 500 signatures de militants. Les militants, il faut aller les chercher, c'est extrêmement compliqué. Donc tout est fait pour barrer les femmes à droite. Et à gauche, vous êtes un petit peu en avance sur nous, mais bon, c'est encore pas grand-chose. Hein. On a encore du travail. Juliette Méadel, on se trompe de campagne, là, quand on écoute Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon. En fait, ils sont en campagne déjà pour 2017. On a l'impression qu'ils sont déjà engagés, effectivement, dans le deuxième temps. Ce qui est assez, moi, ce qui me frappe, c'est que j'aime bien le débat d'idées. Et d'ailleurs, j'attendais qu'il y ait des luttes internes, c'est normal, c'est comme ça dans tous les partis, et voilà. Mais j'attendais que ça stimule un peu le débat d'idées. Et je suis restée un peu sur ma faim, parce qu'on voit 2 candidats qui gomment les différences idéologiques avec la gauche, alors que franchement, il y en a, et elles sont assez fondamentales, notamment le rapport à la République, ce que vous avez dit sur le rapport à l'intégration est d'ailleurs assez symptomatique de ces différences-là. Mais donc, moi j'attendais du débat d'idées. Et je vous avoue que je suis déçue. Et alors, ce que je trouve terrible, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de souffle, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que ça ne va pas, ça va pas galvaniser. Non, mais je vous parle du débat avec la gauche et puis le débat dans le pays. Et je considère qu'il y a une droite qui est totalement atone. On sait que le Parti socialiste et la gauche au pouvoir attendaient ce débat pour se relancer. Mais moi je crois que le débat gauche-droite est un débat utile pour le pays. Il va avoir lieu dans 10 jours. Il n'est pas nécessaire de gommer les différences alors qu'elles sont fondamentales. Mais alors, Géraldine Pourreau-Gauvin dit justement à l'instant, ce débat, il va avoir lieu dans 10 jours. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas un vrai problème de démocratie dans ce pays quand on voit que pendant des mois, le principal parti d'opposition est anesthésié? Je vous pose la question à Christophe Bourgois-Costantini. Où est passé l'UMP? À quoi sert l'UMP aujourd'hui? Écoutez, très franchement, pas à grand-chose. Qu'à des luttes internes et pas à l'intérêt du pays. C'est ce que je vois. Il y a enfin une chose que les socialistes ont apportée, c'est une primaire. Les gens, on peut se réjouir parce que je vote depuis 30 ans, même un peu plus. C'est la première fois qu'à droite, donc il y a une primaire. Mais encore une fois, c'est entre les promesses, on sait très bien que ce sont des promesses qui seront non tenues, on sait que ça va être du copinage. Je suis totalement d'accord sur où sont les femmes. Où sont les femmes? Où sont les Christine Lagarde? Il y a des femmes formidables et on sent encore... mais tout ça sent encore la testostérone de base, avec les mecs qui vont nous resservir les mêmes plats, les mêmes trucs qu'il y a 20 ans, 30 ans. Il n'y a pas de nouvelles idées, il n'y a rien. On le voit d'ailleurs sur l'abrogation de la loi Taubira. Encore une fois, on est au 21e siècle, on n'est pas au 21e siècle. Là. Il faudrait qu'ils se réveillent un peu, là. Réveillez-vous. D'accord avec vous, ce qui est assez curieux, c'est qu'on entend un Nicolas Sarkozy qui n'a qu'un seul mot à la bouche, abrogation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que son programme... Le maire, hein. Non, mais son programme, c'est je vais supprimer tout ce qu'a fait la gauche. Bravo. Claude Pasternak. La dernière fois qu'un candidat a oublié le premier tour pour aller directement vers le second, c'était Lionel Jospin en 2002. On a vu comment ça s'est terminé. Ça s'est mal passé. Bon, d'abord, sur le scrutin, on n'en sait rien. Les 2 derniers scrutins un petit peu forts qui ont concerné 2 partis politiques, on a eu 2 surprises. Je rappelle le congrès de Reims. Je rappelle la dernière élection à la tête de l'UMP, où tout le monde voyait Fillon largement vainqueur. Donc on verra le résultat des courses. Ce qu'il en reste, c'est qu'on est quand même dans une situation totalement hors sol. Hors sol, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, le premier parti d'opposition républicain en France, aujourd'hui, met sur le côté la représentation féminine, c'est-à-dire les femmes. Elles ne sont pas là. Nous sommes dans le premier parti républicain français. Et deuxièmement, ce premier parti républicain français n'a aucun problème à avoir comme candidat qui risque de gagner quelqu'un qui a 11 affaires sur le dos. Bon, donc c'est
c'est surréaliste. Comment voulez-vous que les Français comprennent? La droite avait la possibilité de se réformer. Et Bruno Le Maire arrivait avec un discours qui était un discours novateur sur 2 thèmes. Le premier thème fondamental, c'est « je limite la durée des mandats dans le temps », c'est-à-dire que globalement, ça veut dire derrière, on ne va plus confondre politique et carrière. C'est un véritable changement. Et la deuxième chose, aussi importante, il considère que on ne peut pas être haut fonctionnaire et faire de la politique. Ça, c'est très bien. Il a démissionné. Donc, moi, je trouve ça totalement démagogique. Il avait deux exemplarités. Vous permettez la bourgeoisie tétane. Non, mais s'il vous plaît. Il y avait 2 exemplarités. Les concours, c'est la méritocratie. Je ne peux pas vous laisser dire ça. La méritocratie, moi, écoutez, j'ai commencé sur les marchés. Je sais ce que c'est la méritocratie. Ce n'est pas au même niveau. Mais qu'en savez-vous? Donc, regardez le nombre d'élèves boursiers qui passent les concours de la fonction publique. On est face à une droite hors sol. Attendez, regardez le nombre d'élèves boursiers. Qui a retiré la primo mérite. C'est pas la gauche qui a retiré le primo mérite. On n'a rien. Si vous préférez un système où c'est un système où c'est l'argent. On vous entend plus là. Vous parlez tous les deux en même temps. On vous entend plus. Claude Pasternak. Claude, poursuivez votre propos. Il nous reste 1 minute 30 pour parler du LuxLeaks. Voilà. Ah ouais, oui. Donc dépêchez-vous. C'est la transition sur le Luxembourg qui est autrement plus important que le débat de l'UMP, si vous m'autorisez, si on a peu de temps. Parce que le Luxembourg, je rappelle ce qui s'est passé au Luxembourg. On parle plus des femmes. Les femmes, c'est fini, là. Allez-y, je vous en prie, Claude, allez-y. Le Luxembourg est un vrai sujet qui concerne tous les Français. Aujourd'hui, il faut savoir que l'évasion fiscale coûte à l'Europe 20% de son PIB. C'est-à-dire 2 fois de son déficit. C'est-à-dire qu'on demande aux Français une double injustice. La première injustice, on demande aux Français de rembourser une dette qu'ils n'ont pas contractée. C'est quand même assez incroyable. C'est pas eux qui ont contracté cette dette. Et la deuxième chose, on demande de payer pour des gens qui sortent de l'impôt, c'est-à-dire les Starbucks, les Google, les Facebook, etc. C'est une fortune. Et on est dans une situation... Plusieurs centaines de milliards d'euros. On est dans une situation sur laquelle il faut mettre fin. Et je vais sortir un papier la semaine prochaine dans Les Échos où je demande qu'on mette en place un serpent fiscal européen qui permettrait d'harmoniser les taux d'imposition. Alors, je voudrais juste préciser, parce qu'il l'harmonisation fiscale en ce moment, ça serait une fiscalité vers le bas. Et je ne suis pas sûre que nous soyons prêts en France à supporter une baisse de la fiscalité qui donnerait une baisse de la fiscalité réelle. On est très loin de l'harmonisation fiscale. Je voudrais juste préciser pour nos téléspectateurs quand même, et après il va nous rester 30 secondes, je vais passer la parole à Christophe Bourgois-Constantini, que ce LuxLeaks, c'est tout simplement le scandale, comme certains le considèrent, des fameux tax rulings, c'est-à-dire la possibilité pour des pays, 22 pays membres, dont essentiellement le Luxembourg, d'accorder des facilités fiscales aux grandes entreprises qui leur permettent de faire ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Votre réaction, Christophe, mais vraiment en 2 mots. En 2 mots, on se réveille. Ça fait très longtemps que ça existe. En Irlande, en Belgique, au Luxembourg. Ils appliquent quand même la loi au Luxembourg. C'est pas, pour l'instant, il n'y a pas encore une entreprise qui a... À nous d'appliquer les règles en France. Et puis quand vous regardez, ça s'applique qu'à des grosses boîtes. C'est encore le CAC 40, c'est encore le MEDEF. Où sont les PME, premier tissu d'embauche en France? Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Soulageons notre fiscalité à nous, PME. Oui, non, mais c'est effectivement extrêmement la clé. Et ça demande une harmonisation fiscale. Je suis désolée, c'est terminé. Ça demande surtout que la Commission européenne tape du poing sur la table. Oui, mais elle est présidée par Jean-Claude Juncker, qui a organisé le LuxLeaks. C'est bien le sujet. On va se faire couper à la clé. Je vous assure. La régie finale va reprendre la main. Merci à tous les 4. Il faut continuer sur RTL avec Olivier Galzi, pour Galzi Minuit, qui reçoit Jean-Claude Dacier, ancien président de l'OM, qui a été placé en garde à vue pendant 2 jours et qui est ressorti sans aucune mise en examen. Et puis quant à nous, on se retrouve dimanche à 18h pour 18h politique et 18h30 avec une femme politique de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet. À dimanche. La copine.